Bonjour et bienvenue. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui une maman. Inel est avec nous aujourd'hui. Merci Inel d'être avec nous. Merci à toi, Audrey. Avec grand plaisir. Inel est là avec nous pour nous parler de son histoire, l'histoire avec ses petites filles, ses jumelles. Merci d'abord d'ouvrir cet espace pour pouvoir nous unir un peu plus et essayer de partager nos forces entre parents. Je pense que Mm. les ressources de chacun peuvent servir aux autres. Et c'est un peu aussi là le but de mon témoignage, une façon pour moi de remercier les parents dont j'ai pu entendre les témoignages avant et qui m'ont permis d'avancer un petit peu jour après jour. Donc, je m'appelle Inel, j'ai 31 ans. J'habite en Équateur depuis bientôt 12 ans. J'ai fait une grosse partie de ma vie ici. Ça fait la moitié de ma vie, donc un peu plus de 15 ans que je suis avec mon mari, Francisco, qui est donc équatorien. On s'est mariés il y a 5 ans et on avait un désir d'enfant depuis 2020 à peu près. Ça a mis du temps à venir. Et puis, quand je suis tombée enceinte en mars 2023, on était trop contents. Et en plus, on a eu la grosse surprise, donc je suis tombée enceinte naturellement, et on a eu la grosse surprise d'attendre des jumelles. Chose assez improbable parce que dans sa famille et dans la mienne, on n'avait pas trop de jumeaux proches, donc on s'y attendait pas du tout. Oui. Ça a été une grossesse vraiment merveilleuse. J'ai pas eu du tout de symptômes désagréables, donc j'ai jamais vomi, j'ai jamais eu de nausées, j'ai pas été très fatiguée. Ça, j'étais vraiment dans un conte de fées. Et puis, donc on est rentré en France pour rendre visite à ma famille en août-septembre. Donc Mm. j'avais moins de 6 mois de grossesse, 5 mois et demi. Puis on est revenu en Équateur un peu délicatement parce que j'ai fait un contrôle en France et la gynéco qui m'a vue a trouvé que mon col était trop court D'accord, et oui. elle disait que la grossesse gémellaire c'était quand même dangereux, donc j'ai été sous surveillance à l'hôpital. Pour moi, il était hors de question de rester en France. Enfin, notre maison c'est ici en Équateur et j'avais encore beaucoup de choses à organiser ici, donc on a hésité et puis finalement on a pris l'avion et ça s'est bien passé. Mhm. Donc on est rentré le 10 septembre. On était très contents d'être à la maison. Je suis directrice d'un centre de cirque et professeure de danse aérienne. Et donc, mon travail est très physique. Et en plus, je suis metteur en scène. Et cette D'accord. année, on a monté un gros spectacle sur la mythologie grecque qui a été sélectionné pour un festival international ici en Équateur. Wow. Et donc, on avait deux festivals en réalité. On avait un gros spectacle pour le 9 octobre et un autre pour le 20 novembre. Mhm. Donc il fallait que je rentre, que je remette mon école sur les rails, puisqu'en septembre c'est le début de l'année scolaire ici aussi en Équateur, et donc il fallait Oui. relancer les choses avec des profs remplaçants. Il fallait que je remonte bien le spectacle, que je fasse des répètes générales avant le premier festival, et qu'ensuite on se prépare pour novembre. Festival auquel j'avais pas prévu d'aller puisque mon terme étant le 9 décembre et en Mhm. attendant des jeux, je m'étais dit que entre le 15 Oui, plutôt. novembre, novembre, ça allait être compliqué. Mm. Donc, il fallait que je remette tout ça dans l'ordre. Donc, je suis retournée au boulot entre le 10 et le 24. Ça s'est bien passé. Donc, en me posant un peu plus physiquement parce que j'ai quand même été très active et je me suis entraînée jusqu'en semaine 24 de grossesse Mhm. euh, parce que je me sentais très bien. Oui. Et puis du coup, le 23 septembre, je me dis, allez, c'est tout bon, tout est bien calé. Je vais passer un week-end tranquille. Donc on part. Mes beaux-parents ont une maison de campagne à 1 heure et demie de Cuenca, la ville où on habite. Et du coup, on part les rejoindre dans cette maison de campagne. On a passé un super moment, une super journée. Et la nuit, je me réveille en ayant des fuites et en ayant... Je savais Mhm. pas si j'avais Mhm. perdu les os, si j'avais fait pipi sans m'en rendre compte parce que je dormais. Bah oui, On oui. compte trop tout à ce moment-là de la grossesse. Mhm. Entre-temps, je précise que j'avais refait des échos ici en arrivant et que ici, ils avaient Oui. mesuré mon col et que mon col allait parfaitement bien et qu'ils m'ont dit repos actif, vous êtes en forme. Ok. Et donc du coup, bah, il était 4 heures du matin. Donc moi, j'ai un peu paniqué parce qu'autant j'ai été très insouciante comme
comme plusieurs mamans qui ont la chance d'avoir une grossesse facile, une première grossesse, qui n'ont pas vécu de fausse couche et tout ça. Moi, j'étais vraiment dans le limite la positivité toxique, quoi. Tout va bien se passer, il y a aucun danger. Mais là, pour le coup, je me suis mise à trembler et j'ai senti qu'il y avait des choses qui allaient pas bien. Après, Ouais. mes deux pépettes bougeaient bien, donc je me suis dit que ça allait. On a attendu le matin pour appeler le gynéco, du coup, c'était un dimanche. Ici, j'ai quand même la chance d'avoir été suivie par un gynéco qui répond au téléphone quand je l'appelle. Je suis pas obligée de passer par un secrétariat, je suis pas obligée d'aller aux urgences. J'ai quand même eu beaucoup de chance là-dessus. Ouais. Ouais. Donc, quand je lui ai expliqué la situation, il a été un peu inquiet, mais sachant que les filles bougeaient, il s'est dit, ben, revenez doucement à Cuenca, allez doucement sur la route. Les routes sont pas toujours très Oui, bonnes en Équateur. Beaucoup de trous, c'est pas facile. Donc, on est revenu doucement dans l'après-midi et il m'a demandé d'aller faire une écho d'urgence. Donc, j'ai fait une écho. Il a fallu attendre que l'échographiste rentre de là où elle était aussi son week-end. Donc, ils sont d'astreinte, mais ils sont à 1 heure de la ville ou n'importe quoi. Donc, il a fallu attendre. Ouais. On a fait l'écho. Et à l'écho, ils ont trouvé que j'avais du liquide amniotique dans mes deux, c'est des fausses jumelles. Donc, dans mes deux D'accord, donc placentas. chaque poche. Mhm. Ouais. Qui ne voyaient pas de fissure évidente. Entre-temps, j'avais plus de fuite. Ça s'était calmé. Ok. Donc, Ouais. je me suis dit que tout allait bien se passer. Mhm. Donc, les résultats de l'écho étaient positifs. Le gynéco m'a pris le soir à 7 heures dans son cabinet, donc dimanche soir. Il a regardé les résultats, il a dit qu'apparemment ça allait et il m'a prescrit des antibiotiques au cas où pour éviter une infection. Oui. Donc, j'ai attaqué les antibiotiques le dimanche soir et j'ai commencé à sentir des premières contractions dans la nuit, très espacées. Mhm. Du coup, je me suis dit, ça va se calmer, c'est peut-être l'effet du stress, des Oui, antibiotiques. c'est passé. Mhm. Et puis le matin, 7 heures du matin, j'avais des contractions toutes les 10 minutes. Donc, on est reparti chez le gynéco. Il m'a prise. Il a vu que j'étais déjà dilatée 1. Il a dit, on part aux urgences, on va essayer de freiner tout ça. Donc, à ce moment-là, j'avais 29 semaines de grossesse et 2 jours. Mhm. Donc, presque 6 mois et demi. Mhm. Et, et du coup, on est arrivé à l'hôpital. Donc, il faut savoir que l'hôpital en Équateur, la santé publique, c'est très limité, surtout en termes de néonatologie. Donc, on a fait le choix d'aller dans le meilleur hôpital privé, très cher. Mais voilà, on voulait mettre toutes les chances de notre côté. Moi, ça fait plus de 10 ans que je cotise à la CFE, la Caisse des Français à l'étranger. Donc, je savais qu'il y avait quand même une prise en charge de la part de la CFE, pas à 100%, mais voilà. Et du coup, donc j'ai été internée à l'hôpital. Vers 9 heures du matin, ils m'ont fait des analyses de sang, ils m'ont mis sous monitoring, évidemment. Et puis à midi, les résultats sont tombés et ils ont découvert que j'avais une infection dans le sang et sûrement dans le liquide amniotique, donc une chorioamniotite. Et du coup, ils m'ont dit, vous choisissez, mais si vous voulez que vos filles aient une chance de vivre, il faut faire une césarienne d'urgence, ce qu'on appelle le code rouge en France, je crois. Oui. Et du coup, parce que ma fille du bas était en plus en siège, D'accord. et là, pour le coup, je reperdais du liquide, donc ils pensaient que ça commençait à être juste et j'avais pas forcément le temps d'accoucher par voie basse. En plus, ici, ils sont très pro-césarienne. Et moi, j'avais vraiment envie d'accoucher par voie basse, mais pour le coup, dans l'urgence, j'ai fait confiance au médecin, quoi. Oui. Et donc, du coup, je suis passée au bloc à 1 heure de l'après-midi. Maëlys Sol est née à 13h29, un peu plus d'1 kilo. Elles faisaient toutes les deux 1,1 kg. Maëlys faisait 1,150 kg et Nina faisait 1,50 kg. Maëlys, elle a pas respiré sur le coup, donc ils l'ont mis tout de suite sous respirateur. J'ai pas pu la voir, ils l'ont emmenée tout de suite en néo et ils m'ont dit, enfin ils les avaient forcés parce qu'elle était déjà engagée par voie basse, donc elle avait les D'accord. Ah, marques. donc ils ont dû le. Ah oui. Ils ont dû sortir de la voie basse et elle avait les marques de doigts du. Donc en fait, il y avait un monde au bloc, c'était. Ben oui, Donc oui. au moment où j'avais quand même des contractions toutes les 2 minutes, au moment où j'accouche, ça allait vraiment très vite. Il y avait donc l'anesthésiste, il y avait 3 infirmières, je crois. Il y avait du coup 2 chirurgiens, mon chir à moi qui a ouvert et un autre chir qui l'assistait, et il y avait 2 néonatologues, je sais pas comment, médecins néo, quoi. Un pour recevoir chacune de mes filles. Donc on était une dizaine au bloc. Et mon mari qui a pu rentrer quand même en faisant un peu de forcing. Et donc ils ont emmené Maëlys que j'ai pas pu voir et ensuite ils ont sorti Nina 2 minutes après, donc Nina Mar.
qui elle allait plutôt bien, qui a crié. Du coup, ils ont pu me la montrer. On a pu échanger un regard. Et pareil, il est rapidement en néo. Oui. Ensuite, je suis ressortie du bloc une fois qu'ils m'ont recousu. Donc j'ai été en surveillance une grosse demi-heure et ensuite je suis remontée en chambre. Et là, mon mari a pu descendre les voir. Et il a fallu qu'on attende le soir 23 heures pour que le médecin néo vienne nous faire un bilan un peu parce que il y avait plein d'examens à faire. Il fallait aussi qu'il fasse des analyses de sang. Donc entre-temps, moi, ils ont bien confirmé que j'avais une infection dans mon liquide amniotique. Ils ne savent pas du tout comment cette infection est arrivée là. Oui. Je leur avais demandé de garder les placentas et sur le coup, j'ai pas eu l'idée de faire une autopsie des placentas et je pense finalement que j'aurais pas voulu. Enfin, j'ai le doute un peu parce que je vois que ça se fait beaucoup en France. Mais nous, ce qu'on fait, c'est prendre les placentas et les enterrer à la maison de campagne de mes beaux-parents et mettre un mandarinier dessus. On préférait faire un acte symbolique plutôt qu'un acte médical. Oui, ben oui. Et puis, donc, moi, j'ai pas pu les voir ce jour-là. J'étais pas spécialement en forme non plus. Enfin, j'étais shootée avec, Avec le la coca. césarienne. Et puis bon, avec la césarienne, ils m'ont fait une rachidienne, je sais pas comment dire en français. Ouais. Et donc, j'ai mis du temps aussi à retrouver les sensations dans les jambes. On a passé une nuit assez affreuse, mais plutôt contrôlée. Donc, savoir qu'elles étaient 2 étages en dessous. Le lendemain matin, j'ai pu les voir une première fois. Le médecin était plutôt optimiste. Il disait donc elles sont extrêmement prématurées, elles sont délicates, mais elles vont bien. On les a mis sous respirateur par précaution pour pas qu'elles se fatiguent. Donc, pour le moment, que de la glucose pour alimenter le cerveau. Il m'a conseillé donc de tirer mon lait pour commencer à faire les nourrir. Leur donner, ce que j'ai fait. Et puis il nous a aussi, donc il avait analysé pour découvrir le groupe sanguin, donc une qui était B positive et une B négative. Et donc ce qu'il a dit, la partie peut-être très différente de la France, c'est qu'ici pour trouver du sang, il faut faire des demandes à la Croix-Rouge et on achète les poches de sang. C'est pas comme en France. D'accord, oui. Donc du coup, il nous a tout de suite prévenu qu'il allait avoir besoin de sang parce qu'elles étaient elles aussi sous l'infection et que du coup leurs globules blancs diminuaient par heure. Donc c'est comme ça qu'on a annoncé l'accouchement à tous nos proches avec un message d'urgence sur les réseaux comme quoi on avait besoin de poches de sang, B positif et B négatif. Ça c'était très drôle. Et puis donc en fait ici le système de la Croix-Rouge c'est tu amènes un donneur, ils prélèvent le sang et ensuite il faut 3 jours pour préparer le sang pour qu'ensuite ça repart en poche, sachant que ce dont avaient besoin mes filles c'était des quantités absolument minuscules. Oui, vraiment. Oui. Mais c'est comme ça, donc c'est forcément toute la poche de sang. Une fois qu'elle est ouverte, on peut pas réutiliser le sang, donc bref, c'était très compliqué. Donc à chaque fois il y avait un délai de 3 jours. C'est ça. Donc, on savait déjà que ça allait être juste parce qu'il fallait le soir même, on a demandé déjà les poches de sang, mais on savait qu'il fallait qu'elles tiennent 3 jours. Bah oui. Entre-temps, on a contacté les autres Croix-Rouges des autres pays. On a fait venir des poches de sang d'une autre ville. Ils sont arrivés le mercredi soir. Donc là, ils ont pu avoir une première transfusion. Entre-temps, ils avaient fait une écho du cerveau qui était qui était bien. Ils avaient regardé le niveau digestif, c'était bien aussi. Enfin, c'était tout assez rassurant. Moi, je suis sortie, donc ça va très vite en Équateur. Je suis sortie le mercredi matin, donc 48 heures après ma césarienne. D'accord. Je pouvais pas marcher. À peine. Donc, je suis rentrée à la maison et bon, j'ai été quand même énormément accompagnée. J'ai un groupe d'amis merveilleux ici qui s'appelle notre tribu et mes beaux-parents, la famille de mon mari qui est aussi très présente. Donc, ils m'accompagnaient moi pendant que mon mari était en train de faire un marathon dans la ville pour trouver des poches de sang, des donneurs, gérer tout ça. Et entre-temps, aller en néo, revenir. Oui. C'était pas évident. Heureusement, l'hôpital est juste à côté. Hein. Il y a 5 minutes en voiture, mais c'était sportif pour une remise en forme après césarienne. Bah oui, complètement. Tu te remettais seulement déjà de la césarienne que déjà. J'avais encore l'infection, donc j'étais au lieu d'être en plus. L'infection, elle a mis presque un mois à disparaître. Ah ouais. Ça a été vraiment un truc violent. Et je pense que moi j'ai un corps très solide je pense à ma génétique et aussi à mon activité physique, à mon boulot.
mais je suis vraiment pas passée loin de la septicémie et ça Ah bah aurait oui, pu oui, être vers moi, encore ouais. plus grave que ce que ça a été. Mm. Du coup, donc je suis rentrée le mercredi. Ça fait très très mal au cœur de rentrer les bras vides, hein, Oh, sans défi, bah oui. Mm. avec l'inquiétude. Et puis le jeudi matin, le médecin nous appelle et nous dit que Nina est quand même très délicate, qu'il a besoin d'une autre poche de sang. Donc Francisco repart faire le tour de la ville. Il revient pas. J'étais avec ma belle-mère. Et puis on finit par l'appeler vers 15 heures et il nous dit que le médecin l'a rappelé et lui a dit que c'était plus la peine de chercher du sang parce qu'elle avait fait un arrêt cardiaque. Donc elle a fait un premier arrêt cardiaque, ils l'ont ranimé. Là, ils ont appelé Francisco, il a pu aller aux urgences. Ils l'ont ranimé, il l'a revu et ensuite elle a fait un deuxième arrêt cardiaque et là, elle s'est envolée. Euh, donc il a fallu, alors il y a des choses qui sont très différentes de la France. Donc j'ai pu aller à T'as pu aller l'hôpital, à la... j'ai Ah oui. la prendre dans mes bras. C'était la première fois que je pouvais la toucher parce que j'ai pas pu la toucher avant. Mm. Donc j'ai pu la cajoler, lui dire au revoir. On a pu lui faire savoir combien on l'aimait avec Ouais. sa sœur de côté, hein, dans Bah oui, l'autre oui. Mm. maman. Et du coup, les pompes funèbres sont arrivées. Donc en fait ici c'est tout très rapide, système pompe funèbre. Donc les hôpitaux ici n'ont pas encore la conscience de faire des empreintes, de faire des photos, tout Mm. ça. Donc aucune trace. Euh, Et donc, du coup, ils sont arrivés avec un petit cercueil blanc, on l'a habillé, on l'a mis dans le cercueil, ils l'ont embarqué, et donc ça, c'était le jeudi, et les obsèques ont eu lieu le vendredi matin, le lendemain D'accord. matin même, très, très vite. Donc, du coup, ils mettent pas de produits dans les corps, Oui, et oui, ça, bah pour oui. le coup, je le préfère 1000 fois. Mm. Ça, pour Mm. le coup. Et attendre, enfin, je sais pas. L'angoisse de la néo était déjà tellement Oui, atroce qu'en d'accord. plus, attendre le moment de la cérémonie, ça aurait été Mm. Mm. insupportable. Donc le vendredi matin, cérémonie plutôt en intime. En Équateur, les gens ont une vie sociale énorme et la mort et les enterrements font partie de la vie sociale. Donc quand il y a des Mm. enterrements, il y a toujours 200, 300, 400 personnes. Donc nous, on a fait savoir vraiment qu'à nos proches, donc on était une quarantaine, ce qui est Ouais. soi-disant pas. Donc on a fait l'enterrement le vendredi matin et le vendredi après-midi. Donc moi en fauteuil roulant, enfin vraiment pas en forme. On était de retour en néo pour Maëlys. Mais oui. Donc on a accompagné Maëlys, ils avaient fait d'autres examens, ça allait plutôt pas mal. Le soir, j'ai fait des pics à 41 de fièvre. Du coup, le médecin m'a revu et il m'a dit, bah, je peux vous interner, mais là, au niveau de la facture de l'hôpital, on était déjà à 18 000 $. Mais Et oui. à ce moment-là, on s'est dit, chaque dollar compte pour Maëlys, parce que, en fait, dans l'hôpital où on était, 24 heures en néo, c'est 1 500 $. Donc, on Oui. s'est dit, on va pas les dépenser pour moi, on va tout garder pour elle. Mm. Il a fallu qu'on fasse ce choix économique Bah oui, dont les oui. Français ont pas conscience Bah avec oui, le système complètement. Mm. 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 de santé publique. Du coup, il m'a mis en soins ambulatoires. Donc, j'ai une autre clinique qui est à 500 mètres de chez moi. Donc, j'étais en soins ambulatoires avec des antibiotiques 3 fois par jour là-bas. C'était pas évident, mais du coup, c'était à nouveau intraveineux. Donc, j'avais le cathéter dans le bras pendant les Oui, bah 5 oui, jours là. où je Pas le choix. Ouais. Mm. Le samedi matin, le néo nous a rappelé, il nous a dit que Maëlys avait des problèmes pour faire pipi quand même, qu'elle avait pas fait pipi, que c'était très gênant pour ses reins, Bah que oui. voilà, que ça pouvait être compliqué. Donc on est retourné la voir, on lui a expliqué en français, en espagnol, en amour, en toutes les langues possibles, Mm. qu'il fallait vraiment qu'elle tienne, qu'elle fasse pipi et qu'elle nous rejoigne, que sa sœur, voilà, lui avait laissé ses forces et que on comptait sur elle. Mm. Donc pareil, entre la néo, entre la maison, entre la clinique pour ambulatoire, ça a été un marathon. Bah oui. Et puis le dimanche matin, le médecin nous a rappelé pour nous dire qu'elle avait fait une hémorragie cérébrale. Et du Mm. coup, il l'avait mis dans le coma pour pas qu'elle souffre. Ouais. Et que voilà, on pouvait soit continuer à maintenir tous les soins. Dans ce cas-là, si elle s'en sortait, elle serait dialysée à vie. Elle aurait aucune dignité de vie. Soit on pouvait donc faire une lettre comme quoi on demandait à l'hôpital l'arrêt de tout Soin. soin, Mm. sachant qu'ils peuvent pas la débrancher du respirateur, ce qui est c'est
ça compte comme si c'était une euthanasie, et l'euthanasie n'est pas légale ici non plus. Donc, d'accord. ils pouvaient pas la débrancher. Donc, j'ai pu aller la voir. Là, pour le coup, l'équipe de Néo a été chouette. Ils m'ont laissé mettre une blouse d'allaitement. Et du coup, j'ai pu prendre ma fille dans le coma, mais vivante dans mes bras et faire du pot à pot, chose que j'avais pas pu faire avec Nina. Et puis, on a pu, voilà, lui dire au revoir. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, on voulait pas rester là à attendre, qu'on avait besoin d'un peu de paix, quoi, d'être chez nous, au calme. On voulait pas attendre qu'elle arrête de respirer devant nos yeux. Et, je pense que beaucoup de parents considéraient ça comme de l'abandon, mais nous, on avait l'impression que si on la gardait dans nos bras, elle allait jamais s'autoriser à partir. Mais oui. Donc, du coup, on l'a laissée là et on a attendu toute la journée l'appel de l'hôpital pour nous dire qu'elle s'était envolée, et ils nous ont appelé à 23 heures le soir. Donc, ça a été une journée très, très longue. Du coup, rebelote. Donc, de nouveau prendre les vêtements, retourner en néo, l'habiller, les pompes funèbres qui arrivent avec un autre petit cercueil blanc. Là, ils nous disent que donc ils l'embarquent, ils vont aller à Yungiya, donc dans cette vallée où on est à la maison de campagne, donc à 1h30 de Cuenca, parce qu'ils doivent aller chercher un autre corps, et ensuite ils la ramèneront au centre funéraire. Donc on leur dit non, il est hors de question que vous l'embarquiez comme ça. Du coup, c'est mes beaux-parents qui l'ont prise et qui l'ont gardée la nuit chez eux. Et le lendemain matin, on a de la chance parce que mon beau-père a pas mal de contacts ici et il connaît le gérant du cimetière. C'est un cimetière privé, forcément. Bon, tous les cimetières sont plus ou moins privés, mais et bref, il a pu négocier parce que pour moi c'était très important qu'elle soit dans le même cercueil. Il est hors de question qu'elles aient deux coloriums différents. Enfin, et du coup on a pu. Bon, moi c'est parti. Je l'ai pas regardé, mais mon beau-père et Francisco l'ont transféré le lundi matin de la boîte blanche au cercueil de sa sœur. Ouais, pour qu'elles soient ensemble. Il a 100 balles. Donc entre le lundi 10 heures du matin où j'ai été hospitalisée avec l'espoir que mes contractions puissent être freinées, au lundi suivant, j'avais perdu 2 filles et j'étais mal en point. Oui. Et ensuite, j'ai fini les soins ambulatoires. Donc là, ça a été le grand vide. Hein. On a vraiment le choc. Cœur qui explose et qui explose 2 fois en plus. Enfin, j'ai eu l'impression que la première fois, mon cœur a explosé et que la deuxième fois, quelqu'un avait mis un grand coup de pied dans tous les morceaux qu'il y avait. Et donc j'ai continué les soins parce que j'ai continué à avoir de la fièvre pendant longtemps. J'ai vu un infectiologue, j'ai refait une écho pour voir s'il n'y avait pas de reste de placenta ou quelque chose. Ces cicatrices étaient très... Le même lundi, donc le jour où on a enterré Maëlys, le chir m'a enlevé mes poings, donc 8 jours après. Et voilà. Et après, mon corps a repris le dessus peu à peu. Je lui en ai voulu pendant facilement 2 mois. Une semaine après le décès de Maëlys, mon père est arrivé. Il nous a accompagnés pendant presque 3 semaines. Ça nous a fait du bien. Et puis ensuite, il y a eu un mois où j'ai repris un peu le boulot. Voilà, j'ai essayé parce que je suis auto-entrepreneuse, c'est mon truc. Mon mari a arrêté de travailler en juillet dans l'idée de pouvoir m'aider avec les jumelles. On avait une dette, on a une dette énorme à l'hôpital, donc il fallait sortir des sous de quelque part. Et puis ensuite, pendant ce mois-là, je me suis rendu compte que aucun suivi psychologique à l'hôpital ici. Par contre, le cimetière offre un suivi psychologique avec une psychologue spécialisée dans le deuil. D'accord. C'est bien. J'ai pris contact, on a fait les séances avec cette psychologue. On a fini là mercredi dernier, on a fait 8 séances, je pense. Elle nous a pris toutes les semaines pendant 2 mois. Super. Et puis ensuite, de mi-novembre à mi-décembre, ma mère est venue. Ah, donc du coup, le spectacle, je suis directrice, a eu lieu le 9 octobre. Ça a été un hommage pour nos filles. Ça a été vendu comme ça. Et du coup, le théâtre était plein et les gens, ça a été la façon qu'ont eu nos amis, enfin nos proches, les gens qui nous connaissent aussi, de nous présenter un peu leurs condoléances sans. En mémoire de vos filles. Ouais. Oui. Et puis ensuite, pour l'autre spectacle du Festival international dans l'autre ville, du coup, j'ai pu y aller. Donc, on y était avec Francisco et avec ma maman et avec mon équipe de 24 artistes. Et ensuite, on a pris 3 jours pour aller se reposer dans une campagne avec des cascades et avec des balades et des choses qui faisaient du bien. Ouais, la nature.
Et ma mère est partie mi-décembre. Ensuite, on a passé Noël à la plage, juste tous les deux avec Francisco. On pouvait pas être confrontés au monde. Et Oui. puis, Mm. donc, notre fille s'appelle Nina Mar et Mm. Maëlys Sol, donc la mer et le soleil. Soleil. Mm. Ouais. On avait le sentiment d'être proche d'elle et peut-être de pouvoir commencer à percevoir que bah, qu'elles sont là, enfin qu'on peut sentir leur présence même Mm. si D'une elles façon sont pas différente. physiquement Mm. en tant que bébé avec nous, mais voilà qu'elles font elles aussi partie de l'univers comme nous et qu'il Mm. faut qu'on apprenne à les aimer sous une autre forme. Mm. Ouais. Et voilà. Et là, j'ai commencé la semaine dernière des séances de MDR parce que Ok. cette semaine elle m'était extrêmement traumatisante et bah moi j'ai très envie d'une grossesse d'après, d'un bébé Mm. arc-en-ciel. J'en ai besoin aussi. J'ai comme tout cet amour de maman qui est coincé et que je sais pas comment donner, à qui donner. Euh, et donc du coup, je me suis dit que la première chose que je voulais éviter de faire lors d'une grossesse future, c'était de transmettre des angoisses Mm. L'anxiété. infondées, parce que voilà, ça, c'est arrivé comme ça. Il y a aucune garantie que ça n'arrivera pas à nouveau, mais un futur bébé n'a pas à vivre cette angoisse. Oui, je comprends. Ouais. Voilà à peu près où j'en suis dans mon cheminement personnel. Bah, merci beaucoup en tout cas pour son partage. Euh, et donc là, si tu aurais un message à partager justement aux parents, enfin, aux parents qui vivent la même chose, qu'est-ce que tu partagerais? Euh, alors, moi, j'ai énormément de chance d'être très, très bien entourée. Je souhaite vraiment ça à tous les parents. Je souhaite vraiment, même si leur entourage n'est pas de tant de personnes que ça, qui sachent vraiment se reposer sur les autres. Enfin, moi, je sais que je serais au fond de mon lit tous les jours si c'était pas pour mon mari, pour sa famille, pour ma famille, pour nos amis, qui vraiment me tire de l'avant. Et je pense qu'il faut, après c'est dans ma nature de communiquer assez facilement, mais je pense vraiment qu'il faut faire l'effort de faire savoir aux autres comment on a besoin d'eux, comment ils peuvent nous Mm. aider. Oui, Euh, et d'exprimer voilà. Et là, souvent. Mm. j'ai, euh, j'ai fait au tout début de l'année, début janvier, j'ai réuni mes amis proches, enfin, sur la tombe de mes filles. Et je venais de finir le livre du docteur Christophe Fauré, Vivre le Oui, deuil au jour le jour. le jour, le jour. Mm. À la fin, il y a une lettre à ceux qui veulent m'aider Oui, en tant qu'endeuillé. Et du coup, je leur ai lu cette lettre et je l'ai envoyée aussi à des personnes. J'avais tous les proches qui pouvaient pas être là. Je leur avais fait savoir qu'on faisait cet événement où on allait chanter sur la tombe des filles. On avait amené des tambours, on avait des bougies. On a fait plus qu'un moment de recueil. C'était un moment de partage une et de communion. Mm. ouais, communion exactement. Mm. Et du Ouais. coup, même les personnes qui pouvaient pas être là physiquement l'ont fait avec une bougie. Et voilà, moi, le fait de pouvoir communiquer que j'ai besoin que les autres pensent à mes filles, que j'ai besoin Mm. voilà, de leur dire, même si c'est pas toujours vraiment ce dont j'ai besoin, c'est un peu comme lancer des bouteilles à la mer et ça tombe toujours dans les oreilles de quelqu'un et ça me fait beaucoup de bien. Après, je sais pas comment, je pense que j'ai eu la force de prendre mon deuil en main et je pense que ça, il faut vraiment le faire. Mm. C'est hyper douloureux, euh, parce que on avance et on revient en arrière tous les jours. Tous les jours. Et c'est ok, c'est normal. Mais voilà, je pense que prendre son deuil en main, c'est aussi finir par réaliser que les ressources pour continuer à vivre, je dis pas encore retrouver une joie de vivre parce que j'en suis encore loin, mais je Oui. continue à vivre Mm. et c'est chaque jour un petit peu moins lourd En de fait, vivre. oui. Ben en fait, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes, ces ressources Mm. et ben oui, nos amis, nos proches, nos familles peuvent nous aider à aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes, mais il faut pas attendre que ce soit eux qui nous les donnent ou que ce soit le psychologue ou que ce soit quoi que Mm. ce soit, il Tout faut à fait. vraiment. Mm. Alors là, je dis ça parce qu'aujourd'hui ça va pas trop mal, mais hier où j'étais au fond du trou, j'étais là, mais j'en ai rien à foutre d'aller chercher mes ressources. Enfin, c'est juste trop douloureux. Voilà. Oui, mais justement, c'est vrai que avec ces fluctuations de vagues, souvent, il y a ces moments vraiment de creux. Bah, c'est ces moments de creux aussi où on a besoin de quelqu'un qui nous aide aussi à trouver ces ressources et à croire en nous aussi pour d'eux, hein, parce que des fois, on n'y croit plus. Donc, mm.
Ouais. Et puis après, bah, moi, le partage vraiment de, de ce que les autres ont vécu, ça m'a beaucoup aidé, me dire que j'étais pas la seule à vivre Oui, ça. Parce que oui, finalement, c'est une chance. Des fois, c'est pas de la jalousie, mais ça me provoque quand même une certaine douleur de me dire que dans mon entourage, il y a personne qui a vécu ça et j'ai des amis qui ont vécu des fausses couches, pour échanger. Mm. trucs aussi violents, parce que vraiment, c'est violent Bien ce qu'on sûr. a vécu. Euh, des fois, c'est dur de me dire, personne me comprend vraiment. Mm. Mais en fait, quand j'explique ça à mes amis, ils me disent, oui, Nel, on ne comprend pas, mais on est là quand même. Même si on ne C'est ça. comprend pas, on Mm. est Mm. Mm. mais Mm. pas vraiment compte. Donc voilà, les podcasts de revoir podcast, des vidéos, les témoignages sur les groupes Facebook, des bouquins sur le deuil périnatal, des choses comme ça qui m'ont aussi beaucoup aidé. Après, mon mari, par exemple, il fait rien de tout ça. Chacun a sa façon De de vivre le vivre son deuil. deuil. Exactement. Mais lui, sa plus grosse douleur, c'est de me voir moi triste. Il a accepté depuis longtemps que nos filles, je sais pas, il a une foi, pas forcément, bon, je dirais catholique, mais catholique à sa façon, mais il a une foi en les choses que, voilà, enfin, au fait que c'est comme ça, et Mm. il accepte facilement. Et le seul truc très compliqué pour lui, c'est ma douleur à moi, alors que Mm. moi, c'est le vide, quoi. C'est vraiment Oui, c'est l'absence. Mm. physique, le vide, ouais, La émotionnel, sensation à l'intérieur, bien sûr. l'absence de sens à la vie. Mm. C'est dur de gérer tout ça. Mm. Je comprends tout à fait. Mm. Merci en tout cas, Inel, pour tout ce que tu nous partages. De rien. Ah, et puis il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup aidé, moi, Mm. mais c'est peut-être moi parce que je Avec sais pas. l'art, Après, non? je réfléchir de quoi? Avec l'art? Alors l'art, ça a été très difficile. Comme j'étais en colère avec mon corps et que Mm. l'art est très lié à mon corps, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai fait beaucoup de yoga pendant ma grossesse et me remettre au yoga, ça a été le premier pas et ça a été extrêmement douloureux, surtout que reprendre des méditations quand on a tant d'obscurité Oui, oui, c'est dans difficile. l'esprit, c'est très Mm. difficile. Mm. Mm. Mais bon, c'est revenu peu à peu. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, et là, avec un peu de recul, je me dis que c'est aussi parce qu'on est femme, c'est l'eau. C'est être près de l'eau. Mm. Être à la mer, être au bord des rivières, aller voir une cascade, me baigner dans un lac. Même prendre une longue douche quand je pouvais pas avoir de l'eau plus naturelle, on va dire. Oui, Ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, en discutant avec ma mère, elle me dit, oui, l'eau, c'est la maternité, l'eau, c'est la tout à femme. fait. Mm. Mm. Et elle Mm. me dit que, des fois, il y a des choses, enfin, s'il y a un élément qui m'a beaucoup aidé, c'est l'eau. C'est l'eau. Ah, super. Ouais. Et mais c'est vrai. C'est vrai que l'eau, je suis pareil, hein. J'ai besoin vraiment de cette sensation d'eau sur mon corps. Et c'est quelque chose qui est important aussi dans la réconciliation avec son corps aussi. Donc, mm, mm, Ça, c'est long. Et puis, oui. Moi, bon, ma nature, j'ai du mal à me remettre en question. Donc je me culpabilise pas trop pour ce qui s'est passé. Mon mari, lui, culpabilise énormément, de pas avoir trouvé les poches de sang à temps, mm, ou ces mm. histoires-là. Là, un peu moins. Lui, il pédale beaucoup, il fait du vélo. Donc, le Ouais. vélo, ça lui Voilà. permet voilà, d'évacuer un peu sa rage. Mais autant lui, il a été l'image de la rage pendant ces 4 mois. Moi, je suis plutôt l'image de la tristesse. On a Mm. chacun notre rôle. C'est ça. Chacun a son rythme. Et puis en même temps, euh, peut-être que vous verrez d'ici quelques mois, ça sera l'inverse. Donc, c'est vraiment chacun va à son propre rythme. Ouais. J'ai pas eu beaucoup de colère personnellement. Je sais qu'il y a Mm. beaucoup de parents qui sentent de la colère avec les médecins, avec eux-mêmes, Ouais. avec la vie, avec les systèmes. J'imagine même avec leur bébé parfois. Moi, j'ai pas eu de colère. Enfin, c'est un peu la fatalité, quoi. Ouais. Ça s'est Après, passé comme ça. Mais finalement, là, aujourd'hui, où je vais pas trop mal, bah, j'ai de la chance que mon corps ait été aussi solide et que ça n'ait pas été plus mm, grave. mm. Et la colère, ça me consumerait encore un peu plus. Donc, j'arrive à pas ressentir de colère. C'est même pas que je la freine, c'est juste que j'en ai pas T'en as trop. pas. J'espère que ça viendra pas après parce que je crois que je vais pas gérer. Après, on a plein d'expressions de la colère. On n'est pas obligé que ce soit de la colère dans l'agressivité ou dans la tension qu'il y a, hein. Il peut y avoir de la colère envers son corps, envers des choses comme ça, qui ne sont pas la même expression qu'on s'imagine. Donc, c'est qui est tout aussi de la colère.
Très bien, en tout cas, merci Nel pour ton partage. J'étais ravie de passer ce moment avec toi et avec tes filles, parce que moi, je pense que en effet, le fait de parler d'elles, on les sent, le lien, hein, très fort. Et puis, bien sûr, si vous souhaitiez laisser un témoignage sous cette vidéo, nous partager aussi votre histoire, n'hésitez pas. Avec grand plaisir, on pourra vous répondre. Merci en tout cas à vous et à très bientôt.